jusqu'à 9 heures. Good Morning Business. À 8h20, c'est le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est fait. Hier, le budget a été adopté par le Parlement. Un budget avec une dette de 122,4% du PIB, un déficit l'an prochain de 8,5%. Est-ce que vous êtes fier de votre budget ? Oh, ça se réfléchit pas en termes de fierté, ça se réfléchit en termes de nécessité. Effectivement, c'est un budget hors norme. Sur le fond d'abord, parce qu'il y a eu besoin de voter beaucoup de milliards à la fois pour faire face à la crise, à l'urgence que nous traversons. C'est par le budget qu'on aide les restaurateurs, qu'on met bien sûr. Ce sont des mesures qu'il faut financer. Et puis c'est aussi un budget d'investissement. Le plan de relance, 100 milliards d'euros à partir de 2021, puis sur 2022, c'est aussi dans le budget que cela se décide. Donc tout cela mis ensemble, tout cela cumulé, c'est vrai que c'est beaucoup de dépenses publiques, mais il faut le voir comme un investissement. On amorce une pompe qui doit demain permettre de générer de la croissance et permettre à notre pays de retrouver une prospérité supérieure à celle d'avant-crise. Donc c'est sur votre question de la fierté, on en sera fier de ce budget si elle permet d'obtenir des résultats de gains de points de croissance et surtout de retour de prospérité et d'emploi. Alors justement, vous dites on dépense, mais c'est bien, c'est de l'investissement. Vous avez vu que la Commission européenne commence à dire attention, on ne va pas donner la quote-part du budget de relance européen aux États qui ne font pas de l'investissement, mais qui font de la dépense de fonctionnement. Bien sûr. On a un peu de la dépense de fonctionnement quand même dans ce... Un budget oui. Nécessairement fait cohabiter de l'investissement et du fonctionnement. Mais là où la Commission a raison, je la rejoins là-dessus, c'est que le plan de relance européen, les 750 milliards d'euros de dette commune... On en attend 40 pour nous. On en attend 40 pour nous. Ceux-là, ils doivent servir directement à de l'investissement. C'est normal. Quand on investit dans le ferroviaire, quand on investit dans le plan hydrogène, quand on investit dans la rénovation thermique des bâtiments, dans la transition écologique, ça doit dégager de la ressource, ça doit dégager de l'emploi. Il est hors de question d'utiliser ces crédits du plan de relance pour faire de la dépense courante de l'État. Ça, c'est notre solde structurel qui doit d'ailleurs, je le fais remarquer au passage, être encore amélioré. Je ne vous fais pas dire. Alors, à partir de quand on va pouvoir s'attaquer de nouveau à notre déficit structurel, à nos dépenses de l'État c'est pas pour 2021 ? D'abord dire que nous sommes quand même la première majorité, entre 2017 et 2020, à s'être vraiment attaqué au solde structurel, ont été les premiers à avoir passé réellement sous les 3% de façon durable. Donc on a démontré qu'on savait faire. Alors évidemment, au cœur de la crise, les compteurs explosent, et c'est normal, chacun le comprendra pour des raisons conjoncturelles. Le solde structurel, il va falloir très vite savoir retrouver un équilibre quand la crise sanitaire sera derrière nous. La crise sanitaire, elle dicte le calendrier de la crise économique et sociale, en fait. Tant que nous n'avons pas une visibilité sur quand est-ce que nous sommes sûrs de ne jamais pouvoir reconfiner, quand est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir faire travailler tout le monde, alors à ce moment-là, on pourra programmer, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une trajectoire d'assainissement des finances publiques de façon beaucoup plus certaine. Ce qui marque aussi la période dans laquelle nous sommes en termes de budget, c'est pas seulement les montants, pas seulement les milliards, mais aussi l'incertitude. Tous les chiffres que vous avez cités sont susceptibles de bouger tant que nous n'avons pas la certitude d'être sortis de la crise sanitaire. Alors vous avez, il y a un débat qui monte au sein des économistes, mais aussi au sein du gouvernement sur la nécessité ou pas de faire des réformes dans cette période compliquée. Bruno Le Maire, par exemple, pousse beaucoup à faire la réforme des retraites l'an prochain, quoi qu'il en coûte dans l'opinion et dans le climat social. Écoutez, Geoffroy Roux de Bézieux, il était avec nous tout à l'heure en direct de Rungis. On lui a posé la question, est-ce qu'il faut faire la réforme des retraites en 2021 ? Écoutez-le. Ça va vraiment dépendre de l'état de l'économie. Si effectivement on est une économie qui est par terre parce que l'épidémie dure, parce qu'on n'arrive pas à repartir, il ne faut pas ajouter une réforme compliquée à une situation économique difficile. Mais si on repart vite, alors oui, il faudra poser la question. On a un sujet financier, on a un sujet que personne ne nie, qui est un sujet de durée de vie, d'espérance de vie. Il avait été peut-être mal posé parce que ce qui est vrai, c'est que cette réforme dite systémique, le système à points, qui peut paraître sur le papier un système intelligent et très anxiogène. Les Français n'avaient pas confiance avant l'épidémie, je pense qu'ils n'ont pas plus confiance après. Mais il y a aussi un sujet financier qu'on ne peut pas nier.
Alors, très prudent, Geoffroy Roux de Bézieux. Du coup, vous êtes plutôt Geoffroy Roux de Bézieux ou Bruno Le Maire? Je pense qu'ils disent à peu près la même chose, en fait. Ah, pas tout à fait. Bruno Le Maire n'a jamais dit qu'il fallait faire la réforme des retraites. Il dit qu'il faut en parler, il dit qu'il faut en parler et qu'il ne faut pas hésiter à la faire en 2021 parce que c'est une urgence, dit-il. Il dit qu'il faut la faire à la sortie de la crise sanitaire, mais ça, chacun en conviendra. L'analyse de Geoffroy Roux de Bézieux est la bonne. On ne va pas faire une réforme qui demande beaucoup de concertation avec les partenaires sociaux, qui demande à être comprise par l'ensemble de la population et qui demande du temps de législateurs au Parlement. Toutes ces conditions-là, évidemment, en temps de crise, ne sont pas réunies. Donc cela ne pourra se faire qu'à la sortie de la crise de toute façon. Est-ce que c'est avant l'élection présidentielle, après? Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, nous ayons ni le temps ni la capacité de dialogue social dans ce pays au cœur de la crise pour aborder ce sujet tout de suite. Là où c'est juste, par contre, et là où Bruno Le Maire a raison de remettre le sujet dans le débat public, c'est que ce que nous faisons pour faire face à la crise, c'est s'endetter. Nous nous endettons aujourd'hui et nous avons besoin aussi de montrer que notre pays garde sa volonté réformatrice. La réforme des retraites, mais pas que, il y a d'autres types de réformes structurelles dans notre pays et il faudra les faire. Et il faudra dire aux Français que ces réformes-là sont nécessaires aussi pour montrer que la trajectoire d'assainissement des finances publiques est crédible. Ça inquiète beaucoup les Français, cette dette qui s'accumule. Il y a certains hommes politiques ou anciens hommes politiques, Arnaud Montebourg, qui propose qu'on sorte la dette Covid et qu'on l'annule. C'est une bonne idée? Ah, c'est une très bonne idée, mais ça n'existe pas. Je ne sais pas qui sait annuler sa propre dette. C'est fantastique dans ce monde-là de considérer qu'on peut investir et dépenser à partir du principe que ceux qui nous prêtent ne reverront jamais leur argent. Ça n'existe pas. La dette d'un État est certes une dette différente puisqu'elle se refinance sur les marchés. On appelle ça faire rouler la dette, c'est vrai. La Banque Centrale Européenne joue un rôle important de rachat de nos titres de dette. Tout ça est vrai. Donc ça rend la situation plus sécurisée et moins urgente qu'un remboursement de dette que vous pourriez avoir en tant que particulier ou pour une entreprise. Mais dire qu'on annule la dette, c'est juste affirmer que notre monnaie ne vaut rien, et c'est donc dire à ceux qui nous prêtent, prêtez-nous, vous ne reverrez jamais votre argent. Mais vous savez ce qui compte aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est pas tant le niveau d'endettement. Les Français ont raison d'être inquiets parce qu'ils voient la masse grossière d'endettement. Mais ce qui compte vraiment dans leur quotidien, dans le budget de l'État, ce sont les taux d'intérêt. Ce qui compte, c'est la charge de la dette. Et ça, pour le moment, c'est vrai que nous avons une politique monétaire très accommodante qui nous permet d'avoir des taux quasi nuls. Et donc aujourd'hui, on emprunte avec un coût, avec une charge qui est extrêmement faible. Et donc, ça nous permet aussi de faire face à la crise. On a économisé combien l'an dernier grâce aux taux négatifs pour une partie de nos échéances? Depuis 2017, chaque année, on économise quelques milliards d'euros, entre 1 et 5 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Donc plus on emprunte, moins ça nous coûte en ce moment. Il y a effectivement ce grand paradoxe assez contre-intuitif qui fait que épargner coûte de l'argent et prêter et emprunter en fait gagner. Mais cette situation-là, attention, n'est pas structurellement viable. Un jour, pas à court terme, un jour, il y aura probablement des remontées de taux d'intérêt. C'est pour ça qu'il faut anticiper ces sujets-là et démontrer que nos finances publiques sont saines structurellement pour que nous ayons la capacité de le rembourser avec un coût plus élevé demain. Laurent Saint-Martin, dans votre budget, il y a une hypothèse très contestable. C'est celle de la création de plus de 400 000 emplois. Évidemment, ça va déterminer les recettes, la fiscalité, plein de choses. Alors, vous êtes les seuls à dire ça au gouvernement et chez les députés. Les économistes, la Banque de France, l'INSEE, disent qu'il y aura à peu près, ou l'OFCE même, 0 création d'emplois nets en 2021. 400 000, est-ce que votre budget n'est pas déjà bancal? Non, mais 400 000, c'est l'impact du plan de relance. D'abord, ces chiffrages-là, il faut toujours les prendre avec beaucoup de précaution. Mais c'est pas totalement contradictoire avec ce que dit par exemple l'étude de la Banque de France. L'étude de la Banque de France dit bien qu'il y aura une remontée forte, soit dès 2021, soit un peu après, effectivement, mais il y aura une remontée forte de l'emploi. Et d'ailleurs, vous regardez l'étude de la Banque de France, elle prévoit un même retour et un même niveau d'emploi d'avant-crise, à peu près en 2022-2023. Oui, mais pour 2021, elle dit 0 quand vous dites 400 000. C'est pas non, pareil. mais la question, c'est le rythme exact. Et est-ce qu'on est sur 2020-2021 Et donc, est-ce que votre budget, il tient la route ou pas? Si on a 0, il ne tiendra pas la route, votre budget. Ce qui compte, c'est que l'argent qui est mis aujourd'hui n'est absolument pas minoré et l'investissement n'est absolument pas diminué par rapport à l'ambition qu'on doit avoir. Le retour à l'emploi, il doit recommencer dès que la reprise est là. Aujourd'hui, la reprise n'est pas là. Il y a encore des gens qui ne peuvent pas travailler. Demandez à un restaurateur si aujourd'hui il pense créer de l'emploi, on en est loin. Le pauvre encore, il doit aujourd'hui subir les fermetures administratives. Donc une crise, malheureusement, doit avoir ses séquences respectées. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'œil du cyclone et nous devons encore faire face à ces difficultés sanitaires et économiques. La troisième vague, vous la redoutez? Bien sûr, je la redoute profondément parce que je pense que ça mettrait encore plus à mal un pan de notre économie. Et ce que nous devons faire... Elle est là, la troisième vague, ou pas? Non, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là. Et d'ailleurs, budgétairement, nous ne l'avons pas anticipé. Et nous faisons bien attention à ne pas être un oiseau de mauvais augure par le budget, en disant que nous faisons des provisions comme si il devait y avoir un troisième confinement. Le troisième confinement est évitable, je préfère le dire. Il est évitable. Il est évitable si on sait tous être responsables par rapport aux mesures qu'on connaît tous maintenant de bonne gestion sanitaire. Et il est évitable si on reprend notre activité économique par séquence. C'est ça qui est difficile parfois à comprendre et je l'entends très bien. Mais c'est ça aussi qui permettra d'éviter une troisième vague. Vous n'avez pas rencontré, déjeuné, dîner avec Emmanuel Macron au cours de la Avec semaine. le président de la République cette semaine. Vous n'êtes donc pas qu'à contact. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin, rapporteur du budget, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.